Ils ont tenté de s'enfuir avec ma société et de se volatiliser dans les rues labyrinthiques de Dubaï. Maintenant, ils pleurent, menottes au poignet. La première leçon que l'on doit assimiler concernant la trahison est sa nature subtile et discrète. Elle s'insinue dans les moindres recoins de votre être, aussi discrète qu'un diagnostic de cancer, aussi insidieuse qu'une dette croissante. J'ai glané cette triste vérité un mardi soir, lorsque j'ai découvert ma femme et mon associé engagés dans une conversation à voix basse dans mon bureau, leur comportement évoquant des adolescents orchestrant une escapade clandestine. Au début, ils ne m'ont pas remarqué. Marla occupait l'espace derrière mon bureau. Mon bureau, ses doigts méticuleusement manucurés traçant les contours de mon fauteuil en cuir, tandis que Lucas s'appuyait nonchalamment contre la bibliothèque, sa voix modulée en un murmure bas et urgent. 27 ans de camaraderie, 15 ans de mariage, ont culminé dans ce tableau, conspirateurs au sein du sanctuaire de mon propre foyer. Il ne se doute absolument de rien, affirmait Lucas. L'homme possède un génie dans le domaine des algorithmes, mais reste totalement aveugle aux subtilités de la nature humaine. Es-tu certaine que les documents résisteront à un examen minutieux? La voix de Marla portait ce tranchant caractéristique, cet aiguisement perceptible qui accompagnait invariablement les discussions sur les questions d'argent. Mon avocat les a méticuleusement rédigées lui-même. Les signatures numériques s'avèrent étonnamment faciles à falsifier, répondit-il. J'étais descendu pour prendre un simple verre d'eau. Aussi simple que cela. Pourtant, à l'occasion, l'univers nous accorde une lucidité soudaine dans les moments les plus banals. Je me suis retiré dans l'ombre du couloir, mes pieds nus foulant le parquet sans un bruit, et j'ai écouté pendant qu'il démantelait mon existence avec l'efficacité détachée de mécaniciens désassemblant une automobile. Quand exécutons-nous le plan, demanda-t-elle. Réunion du conseil d'administration, jeudi. Je me nommerai directeur général par intérim pendant qu'il se remet du stress supposé. Les médecins ont déjà approuvé le discours sur la santé mentale. Discours sur la santé mentale? Comme si le chagrin et l'épuisement pur découlant de la construction d'une entreprise à partir de zéro pouvaient d'une manière ou d'une autre être qualifiés de descente dans la folie. J'avais consacré 16 heures par jour pendant 5 ans, transformant Ross Industries en un empire de 20 millions de dollars. Lucas avait fait partie intégrante de ce pénible voyage. Mon confident de confiance, mon ami le plus proche, la personne à qui j'avais confié mes mots de passe, ma vision, et même la compagnie de ma femme pendant mes voyages. Évidemment, cette confiance avait été ma première erreur fatale. Qu'en est-il de la maison? Demanda Marla. À toi. Lors de la procédure de divorce, je me suis assuré que le contrat de mariage contenait suffisamment de failles, et après notre départ pour Dubaï, nous assumerons de nouvelles identités, nous embarquerons pour une nouvelle existence. Les fonds sont déjà en transit via les comptes des îles Caïmans. J'ai appuyé mon dos contre le mur, sentant le poids familier de mon alliance. 15 ans. Nous nous étions rencontrés pour la première fois lors d'une conférence technologique à Austin. Elle s'occupait des relations publiques pour une start-up naissante qui s'est ensuite dissoute en 6 mois. Intelligente, ambitieuse, possédant une beauté acérée qui suscitait l'envie chez les autres hommes. J'étais tombé amoureux, de façon précipitée et irrévocable. Le genre d'amour qui rend fou. Maintenant, j'avais une lucidité absolue quant à l'étendue de ma folie. Une planche de parquet a émis un craquement sous mon poids. Leur conversation s'est arrêtée brusquement. « As-tu entendu quelque chose ?» demanda Lucas. « Juste la maison qui se tasse » répondit Marla, mais j'ai perçu la tension palpable dans sa voix. J'ai compté jusqu'à 30, puis j'ai continué à marcher bruyamment dans le couloir, m'assurant que mes pas annonçaient mon arrivée imminente. En atteignant l'embrasure de la porte du bureau, ils se tenaient à 1 mètre l'un de l'autre, Lucas feignant de s'intéresser à un livre tandis que Marla ajustait des papiers sur mon bureau. « Salut » dis-je, forçant un ton désinvolte. « Vous travaillez tard ?»« Nous examinons simplement des documents relatifs à un héritage », répondit Lucas sans hésitation. « La succession de ton grand-père s'avère plus complexe que prévu. Mon grand-père était décédé en 1987. J'avais 12 ans. Pourtant, Lucas a débité cette fabrication avec une assurance si inébranlable que, pendant un bref instant, j'ai presque succombé à sa véracité. C'est remarquablement attentionné de votre part à tous les deux, déclarai-je. Marla, vas-tu me rejoindre au lit bientôt? Dans quelques minutes, répondit-elle, évitant mon regard. Je termine juste quelques dernières tâches. J'ai acquiescé, lui ai déposé un baiser superficiel sur le front, un vestige de la mémoire musculaire d'une époque plus heureuse, et je suis monté à l'étage. Dans notre chambre,
Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai examiné mes mains. Elles sont restées remarquablement stables. Cela m'a surpris. Je venais tout juste de prendre conscience que mon existence entière reposait sur des sables mouvants, et pourtant mes mains restaient aussi fermes que de la pierre. Le lendemain matin, je contactai Silas Mitchell. Silas dirigeait une agence de détectives privée installée dans un entrepôt réaménagé, niché au cœur du quartier industriel. Un ancien agent de la Central Intelligence Agency, le genre d'individu qui comprenait que l'information constituait la seule véritable monnaie d'échange. J'avais eu recours à ses services à 2 reprises auparavant, une fois pour effectuer une vérification des antécédents d'un potentiel associé, et une fois pour localiser des dossiers de recherche et développement manquants chez un concurrent. À chaque fois, il avait obtenu des résultats sans questionnement ni jugement. « Elias, dit-il alors que j'entrais dans son bureau. Vous avez l'air plutôt défait. »« J'ai besoin d'une surveillance, répondis-je. »« Le forfait complet. »« Quelle est la cible désignée ?»« Ma femme. » Silas se pencha en arrière sur sa chaise, scrutant mon visage. Il devait avoir la cinquantaine, sa barbe poivre et sel, ses yeux trahissant une richesse d'expérience sans pour autant rien révéler. Personnel ou professionnel? Les deux. Budget? Ce qu'il faudra. Il cita une somme qui m'aurait fait grimacer 6 mois plus tôt. Maintenant, elle me paraissait dérisoire comparée à l'ampleur de ce que je risquais de perdre. Clonage de téléphone, surveillance du domicile, suivi du véhicule, énuméra Silas. Interception des emails, surveillance financière. Une empreinte numérique complète. Jusqu'où souhaitez-vous que je creuse? Assez profondément pour atteindre le fond. Il acquiesça. Accordez-moi 72 heures. Ces 3 jours se révélèrent être les plus longs de mon existence. Je me rendais au travail, assistais à des réunions, et souriais à Lucas lorsqu'il me servait du café. J'embrassais Marla en lui disant au revoir chaque matin et je lui demandais comment s'était passée sa journée chaque soir. Je jouais le rôle du mari naïf avec la précision d'un acteur de la méthode, tout en ayant l'impression que mes organes internes étaient méticuleusement évidés avec une cuillère rouillée. Le vendredi, Silas téléphona, me demandant si j'étais disponible pour déjeuner. Nous nous retrouvâmes dans un restaurant à la périphérie de la ville, le genre d'établissement où personne ne se souciait de vos affaires et où le café avait le goût d'un regret brûlé. Silas fit glisser une tablette sur la table. « Êtes-vous certain de vouloir voir ça ?» J'appuyai sur lecture. La première vidéo provenait de la caméra de sécurité de mon bureau. Heure du déjeuner, 2 semaines auparavant. J'étais à Chicago, en train de finaliser la transaction Henderson. Lucas et Marla étaient seuls dans mon bureau, et leur conversation n'avait rien à voir avec de la paperasserie. Son dos était appuyé contre mon bureau, ses mains étaient entrelacées dans ses cheveux, leur bouche était scellée dans une étreinte passionnée, révélatrice de personnes qui feignaient l'indifférence depuis bien trop longtemps. « Depuis combien de temps ?» demandai-je. Au mieux de mon estimation, environ 8 mois. 8 mois. Notre dîner d'anniversaire. Les vacances à Martha S. Vineyard. La soirée où elle avait pleuré en regardant un film romantique, et où je l'avais serrée dans mes bras, croyant qu'elle était heureuse. Tout était souillé, chaque souvenir. Empoisonné rétroactivement. Il y a plus, déclara Silas. La deuxième vidéo datait d'il y a 3 jours. Lucas était dans sa voiture, son téléphone collé à son oreille. De toute façon, le conseil d'administration me fait plus confiance qu'à lui, disait Lucas à quelqu'un hors champ. Elias est brillant, mais il manque de qualité de leadership. Trop accommodant. Trop confiant. Ce secteur dévore les gens comme lui. Et Marla? La voix appartenait à un individu que je ne reconnaissais pas, elle déposera les documents la semaine prochaine. Allégation de problèmes de santé mentale. Différends irréconciliables. Au moment où il comprendra ce qui s'est passé, nous posséderons 70% de la société et nous entamerons une procédure pour son évaluation psychiatrique. Évaluation psychiatrique? Il ne se contentait pas de s'enfuir avec ma société et ma femme. Il complotait pour me faire déclarer légalement fou. L'aspect ingénieux, poursuivit Lucas, c'est qu'il nous en remerciera probablement. L'homme est au bord du précipice depuis des mois. Nous ne faisons que lui fournir l'impulsion dont il a besoin. Silas mit la vidéo en pause. Souhaitez-vous examiner les relevés financiers? Les documents dépeignaient une histoire de détournement de fonds systématique s'étendant sur 18 mois. Honoraires de consultants fantômes, partenariat avec des sociétés écrans,
transfert de propriété intellectuelle déguisé en accord de licence. Ils avaient asséché ma société pendant que je travaillais avec diligence jusqu'à l'épuisement pour tenter de maintenir sa rentabilité. Le dernier dossier contenait des documents falsifiés portant ma signature numérique. Transfert d'actions, demande de prêt, attribution de pouvoir. Tout ce dont ils avaient besoin pour voler légalement l'œuvre de ma vie. Quel est le montant total, demandai-je. Estimation prudente, ils ont déjà transféré environ 4 millions de dollars à l'étranger. Les transferts d'actions leur donneraient une participation majoritaire, évaluée à 12 millions de dollars supplémentaires au cours du marché en vigueur. 16 millions de dollars. Mon mariage, ma société, ma santé mentale. Ils avaient assigné une valeur monétaire à toute mon existence et déterminé quel valait le risque associé. J'ai refermé la tablette et examiné le restaurant. Une famille occupait une banquette d'angle, célébrant l'anniversaire d'un enfant, le visage de la fillette rayonnant de joie alors qu'elle soufflait les bougies. Ses parents observaient avec le genre d'affection que je croyais comprendre. « Quelle est votre recommandation ?» ai-je demandé à Silas. « Cela dépend de vos objectifs. Des preuves pour une procédure de divorce ? Des accusations criminelles ? Ou quelque chose d'une nature plus inventive ? Tout ce qui précède. » Il a souri. Ce n'était pas une expression agréable. Alors nous devons les surpasser. Le plan que nous avons élaboré au cours des 2 heures suivantes était élégant dans sa simplicité. Plutôt que de les affronter immédiatement, nous leur permettrions de croire que leur plan se déroulait sans accroc, tout en construisant simultanément un dossier inattaquable. Silas surveillerait leur communication, suivrait leurs transactions financières et documenterait méticuleusement chaque acte illégal. Pendant ce temps, je jouerais le rôle du mari qui se détériore progressivement, instillant ainsi en eux la confiance nécessaire pour accélérer leur calendrier. L'essentiel, expliqua Silas, est de leur faire croire qu'ils gagnent. Les individus désespérés commettent des erreurs. Les individus trop confiants en commettent de plus grandes encore. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé Marla dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et pendant un bref instant, j'ai décelé quelque chose vaciller sur son visage. De la culpabilité, peut-être. Ou de la peur. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé. « Longue, ai-je répondu. Lucas pense que je devrais prendre des congés. Peut-être consulter quelqu'un concernant le stress. » Sa main s'est arrêtée un instant sur la cuillère en bois. « Ce n'est pas une mauvaise suggestion. Tu as travaillé excessivement dur. Crois-tu que j'ai besoin d'une aide professionnelle ?» ai-je demandé. « Je crois. » Elle a posé la cuillère et s'est tournée vers moi. « Je crois que tu as été accablé d'un poids excessif pendant une longue période. Cela affecte ton jugement. » Mon jugement ? La femme qui entretenait une liaison adultère avec mon associé depuis 8 mois remettait maintenant en question mon jugement. « Peut-être as-tu raison, » ai-je déclaré. « Peut-être devrais-je renoncer à mon implication dans l'entreprise pendant un certain temps. » Permet à Lucas de gérer les opérations quotidiennes. Un soulagement a inondé son visage. Cela semble sain. Continuerais-tu à m'aimer même si je n'étais plus le directeur général ? La question est restée suspendue dans l'air entre nous. Elle s'est avancée et m'a embrassé la joue, ses lèvres chaudes et familières et totalement hypocrites. Je t'aimerais même si tu étais au chômage et que tu vivais dans un carton, a-t-elle murmuré plus tard dans la nuit alors qu'elle dormait à côté de moi. J'ai contemplé le plafond, me demandant s'il existait un terme pour décrire la sensation d'observer quelqu'un démanteler votre être tout en feignant l'affection. Si un tel mot était absent, il était sans aucun doute nécessaire. Le lendemain matin a apporté la première véritable surprise. « Je suis enceinte », a déclaré Marla autour d'un café. J'ai failli m'étouffer avec mon jus d'orange. « Quoi ?» me suis-je exclamé. Je sais que le timing n'est pas idéal, mais de combien de temps es-tu enceinte ? 8 semaines, a-t-elle répondu. 8 semaines. Précisément à peu près au moment où elle avait commencé à coucher avec Lucas. J'ai effectué les calculs mentalement, en les recoupant avec notre calendrier d'intimité, ce qui en restait ces derniers temps. C'est merveilleux, ai-je déclaré, et je le pensais. Non pas parce que je croyais que l'enfant était de moi, mais parce que cela représentait un fil de plus dans la toile qu'il tissait, un mensonge de plus à documenter, une transgression de plus à poursuivre. J'avais peur que tu sois contrarié, a-t-elle avoué. Avec tout ce qui se passe au travail ? Tu plaisantes ? C'est la meilleure nouvelle que j'ai eue depuis des mois. Elle a souri, et pendant un bref instant,
j'ai entrevu la femme dont j'étais tombé amoureux 15 ans auparavant. La femme qui était restée éveillée toute la nuit avec moi pendant les premières étapes de l'entreprise, m'apportant du café, remettant en question mes idées et croyant en des rêves impossibles. Cette femme avait été autrefois authentique. Cette femme était une étrangère portant son visage. J'ai téléphoné à Silas depuis la voiture. Nous avons besoin d'un test de paternité, ai-je affirmé. Je vais m'en occuper, a-t-il répondu. Laboratoire discret, pas de registres officiels. À quel point es-tu sûr, ai-je demandé. 0% de chance que ce soit le mien, ai-je affirmé. Cela rend les choses plus faciles ou plus compliquées, selon la façon dont tu veux jouer, a-t-il répondu. Dans combien de temps aurons-nous les résultats, ai-je demandé. 2 semaines pour les marqueurs génétiques provenant des objets ménagers. Un profil ADN complet prendra 1 mois. Fais-le, ai-je ordonné. La réunion du conseil d'administration était prévue pour jeudi, précisément comme Lucas l'avait orchestré. Je suis arrivé en avance, avant les autres membres, et les trouvais déjà dans la salle de conférence, en train de faire glisser des papiers avec une énergie fébrile. Bonjour, les-je saluer. Elias, bien. Il faut qu'on parle du contrat Henderson. Il est tombé à l'eau, a-t-il annoncé. C'était une nouvelle pour moi. L'accord Henderson était solide, un flux de revenus garanti de 3 millions de dollars sur 2 ans. Que s'est-il passé, ai-je demandé. Ils ont eu des doutes, a-t-il déclaré. Ils ont décidé d'opter pour Systech à la place. Systech était notre principal concurrent, une entreprise plus grande avec des poches plus profondes et une éthique plus souple. Ils essayaient de débaucher nos clients depuis des années. Ça n'a pas de sens, ai-je dit. Henderson avait adoré notre proposition. Parfois, ce genre de choses arrive, a dit Lucas, mais il évitait mon regard. Les autres membres du conseil d'administration ont commencé à arriver, mon père, qui avait investi le capital de départ, Delia Santos, notre directrice financière, et 3 investisseurs extérieurs qui nous ont rejoints lors de notre levée de fonds de série B, avant de commencer, a dit Lucas quand tout le monde était assis, je veux aborder certaines préoccupations concernant la direction de l'entreprise, astérisque ça y est astérisque, ai-je pensé. Elias est soumis à une pression énorme ces derniers temps, a poursuivi Lucas. Nous l'avons tous vu, les longues heures, le comportement erratique, les réunions manquées. Je pense qu'il est temps que nous envisagions de faire appel à un soutien managérial supplémentaire. Quel genre de soutien, a demandé Delia. Une direction par intérim, a répondu Lucas. Quelqu'un pour gérer les opérations quotidiennes pendant qu'Elias se concentre sur sa santé. Mon père s'est penché en avant. Vous suggérez que mon fils est inapte à diriger sa propre entreprise, a-t-il exigé. Je suggère qu'il a besoin d'aide, a dit Lucas avec douceur. L'échec de l'accord Henderson n'est que le dernier exemple d'erreur de jugement qui nous coûte des millions. L'accord Henderson a échoué. Delia avait l'air surprise. Je pensais que c'était bouclé. Malheureusement, non, a dit Lucas. Ce qui m'amène à mon prochain point. Je pense que nous devons envisager une restructuration temporaire de la direction. Je suis prêt à prendre la relève en tant que PDG par intérim pendant qu'Elias prend le temps dont il a besoin pour se rétablir. Le silence s'est abattu sur la pièce. Je sentais que tout le monde me regardait, attendant ma réponse. C'était le moment de me défendre, de démasquer Lucas pour le serpent perfide qu'il était. Au lieu de cela, j'ai souri. Vous savez quoi, ai-je dit. Vous avez tout à fait raison. Lucas a cligné des yeux. Vraiment, a-t-il balbutié. J'ai été stressé, distrait, j'ai pris de mauvaises décisions. Peut-être que prendre du recul est exactement ce dont j'ai besoin. Le visage de mon père a pâli. Elias, tu ne peux pas être sérieux. Je suis on ne peut plus sérieux, papa. Lucas a de toute façon assumé une plus grande part de la charge. Il connaît les clients, comprend la dynamique du marché. Si le conseil d'administration pense qu'il devrait prendre la relève pendant que je me remets en ordre, je soutiens cette décision. Lucas avait l'air d'un homme qui venait de gagner à la loterie et qui attendait que quelqu'un lui dise que c'était une blague. Tu es sûr, a-t-il demandé. Absolument, ai-je affirmé. Le vote a été unanime. Lucas Henderson, mon meilleur ami depuis l'université, était désormais PDG de l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien. J'ai serré sa main après, en le regardant droit dans les yeux. Félicitations, ai-je dit. Je sais que tu prendras bien soin de tout. Tu peux compter sur moi, a-t-il répondu.
Cet après-midi-là, j'ai vidé mon bureau, 23 ans de récompenses, de photographies et d'objets personnels. Je les ai emballés dans des cartons pendant que Lucas regardait depuis la porte. Tu n'es pas obligé de faire ça aujourd'hui, a-t-il dit. Nouveau départ, n'est-ce pas? Si tu veux revenir un jour, on verra comment se passe le rétablissement. Ce soir-là, Marla m'a accueilli à la porte avec des papiers de divorce. Je suis désolée, a-t-elle dit, même si elle n'en avait pas l'air. Je ne peux pas continuer à prétendre que tout va bien. J'ai lu les documents, différends irréconciliables, problèmes de santé mentale, comportement déraisonnable. Elle demandait la maison, la moitié de mes actifs restants et des pensions alimentaires mensuelles. Quand as-tu déposé ces papiers, ai-je demandé. Ce matin, quelques heures après que Lucas ait pris le contrôle de mon entreprise. La coordination était si précise qu'elle en était presque admirable. Je vais les signer, ai-je dit. Tu vas le faire, a-t-elle demandé, surprise. Pourquoi me battrais-je pour quelqu'un qui ne veut pas être marié à moi? Elle a eu la décence d'avoir honte, au moins. Je sais que ça paraît cruel, a-t-elle dit, mais nous ne sommes plus heureux depuis longtemps. Non, ai-je acquiescé. Nous ne le sommes plus. J'ai signé les papiers ce soir-là et les lui ai rendus le lendemain matin. À midi, les informations locales rapportaient qu'Elias Ross, fondateur et ancien PDG de Ross Industries, traversait une transition personnelle difficile. Les journalistes économiques spéculaient sur des problèmes de santé mentale, un épuisement professionnel et les pressions liées à la gestion d'une start-up de haute technologie. Aucun d'eux ne connaissait la véritable histoire. Pas encore. J'ai passé les 2 semaines suivantes à disparaître. Silas s'est occupé de la logistique, nouveau téléphone portable, adresse de transfert, compte bancaire, virement vers des avoirs offshore. J'ai quitté la maison que je partageais avec Marla et emménagé dans un appartement meublé de l'autre côté de la ville. Ma famille pensait que je faisais une dépression. Mes amis ont cessé de m'appeler après une semaine de messages restés sans réponse. Seul Silas savait que j'étais en train de monter quelque chose. Les interceptions téléphoniques portent leurs fruits, rapporta-t-il lors d'une de nos réunions hebdomadaires. Ils deviennent négligents. Il lança un enregistrement provenant de la ligne du bureau de Lucas. Le transfert se fait vendredi, disait Lucas à quelqu'un. 12 millions en actions de la société, encore 4 millions en actifs liquides. L'avocat dit que l'angle de la santé mentale nous donne une couverture juridique complète. Et la grossesse? La voix était celle du docteur Patricia Weaver, l'obstétricienne de Marla. Terme dans 7 mois. D'ici là, il sera interné ou discrédité. Dans les 2 cas, il ne posera plus de problème. Interné? Il ne se contentait pas de voler mon argent, il prévoyait de me faire interner de force dans un établissement psychiatrique. Les résultats du test de paternité sont arrivés, dit Silas, en faisant glisser un dossier sur la table. Je l'ouvris, même si je savais déjà ce qu'il allait dire. Lucas Anderson était le père de l'enfant à naître de ma femme. Correspondance ADN à 99,7%, continua Silas. Ils couchent ensemble depuis au moins 10 mois, probablement plus. 10 mois avant que le détournement de fonds ne commence, avant les faux documents, avant tout ça. Ce n'était pas un crime d'opportunité, c'était un plan à long terme pour détruire systématiquement ma vie. Que avons-nous d'autre, demandai-je. Des relevés financiers montrant un vol systématique remontant à 18 mois. Des contrats falsifiés, des employés fantômes, des systèmes de pots de vin. Le FBI pourrait s'en donner à cœur joie avec tout ça. Des preuves irréfutables? Mieux. J'ai piraté l'ordinateur personnel de Lucas hier soir. J'ai trouvé des brouillons de mails à des acheteurs potentiels pour votre liste de clients. Il est déjà en train de proposer votre propriété intellectuelle à des concurrents, ce qui a transformé le vol en espionnage industriel. Des accusations fédérales, une peine de prison sévère. Comment on procède? Avec précaution, dit Silas. Il faut les laisser s'engager complètement dans leur plan avant de refermer le piège. Pour l'instant, ils pourraient prétendre que tout était un malentendu. Il faut qu'ils soient tellement enfoncés qu'ils ne puissent plus s'en sortir. Enfoncés comment, demandai-je. Assez pour un raid du FBI à l'aube, répondit Silas. Le plan était élégant. Au lieu de les affronter directement, nous transmettrions des informations à diverses autorités et les laisserions découvrir les crimes de manière indépendante, un tuyau aux impôts concernant une évasion fiscale, un signalement anonyme à la SEC concernant une fraude boursière, et un email mystérieux à la division de la cybercriminalité du FBI concernant l'espionnage industriel.
La beauté de la chose, expliqua Silas, c'est que chaque agence pensera être la seule à enquêter. Elles rivaliseront entre elles pour établir la chronologie la plus solide. 6 semaines, peut-être 8, selon leur rapidité. Qu'est-ce que je fais en attendant, demandai-je. Sois fou, peu fiable. Peut-être disparaît quelques jours. Donne-leur l'assurance que leur plan fonctionne. Alors je l'ai fait. J'ai commencé à me montrer dans des endroits au hasard à des heures bizarres, l'immeuble de bureau à minuit, debout sur le parking, à fixer les fenêtres, le restaurant préféré de Marla, assis seul au bar, le quartier de Lucas, à marcher devant sa maison comme un homme qui avait perdu son chemin. Le bruit courut qu'Elias Ross était en pleine dépression. Son ex-femme et son ancien associé étaient inquiets pour lui. Quelqu'un devrait faire quelque chose avant qu'il ne se fasse du mal. Ou à d'autres. Les rumeurs devinrent de plus en plus élaborées à chaque récit. J'étais en train de traquer Marla, de menacer Lucas et de proférer des accusations paranoïaques concernant des complots et des trahisons. Le récit de la santé mentale s'écrivait de lui-même. 3 semaines après le début de ma campagne de folie perçue, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Ils ont déposé une ordonnance restrictive. Silas les a dénoncés tous les deux. Il affirme que tu les harcèles, que tu profères des menaces, que tu as un comportement dangereux. Parfait. Il y a plus. Lucas a déposé une requête auprès du tribunal, demandant une déclaration de votre incompétence mentale. Son intention déclarée était d'être nommé tuteur de vos biens restants, ostensiblement pour votre propre bien-être. Tuteur de mes biens? Un stratagème remarquablement audacieux, en vérité. Ils avaient l'intention de me dépeindre comme un lunatique dangereux, me privant ainsi de tout contrôle légal sur mes finances. Lucas prendrait alors la direction de mes affaires, détournant systématiquement tout vers des comptes sous sa domination. Quand l'audience est-elle prévue? Dans 2 semaines. Je reconnais que le délai est serré, cependant, les agences fédérales sont, enfin, en train d'engager des discussions collaboratives. Une personne haut placée a discerné le schéma des tuyaux anonymes, tous convergeant vers la même société. Ils mettent en place une force opérationnelle conjointe. Une force opérationnelle conjointe? Le Bureau fédéral d'investigation, le service des impôts internes, la commission des valeurs mobilières et d'échange, et potentiellement d'autres à mesure que la situation évolue. Cela promet d'être une entreprise écrasante et exhaustive. Combien de temps cela prendrait-il encore? Des jours, pas des semaines. J'ai passé ces derniers jours enfermé dans un chalet de montagne, à 2 heures de route de la ville. Silas avait loué la maison sous un faux nom, un sanctuaire où je pouvais attendre que la justice suive son cours. Je consacrais mon temps à lire des livres, à préparer des repas simples et à réfléchir à l'homme que j'étais avant que toute cette épreuve ne commence. Cet homme avait une foi inébranlable dans la confiance, la loyauté et la bonté intrinsèque de ceux qu'il chérissait. Cet homme avait été naïf à un point tel qu'il avait failli causer sa perte. L'homme que j'étais devenu était fondamentalement différent. Plus dur, plus circonspect. Le genre d'homme capable de regarder ses adversaires se jeter tête baissée dans un piège méticuleusement préparé, sans éprouver autre chose qu'un profond sentiment de satisfaction. L'appel tant attendu arriva un jeudi matin. Ça se passe, annonça Silas. Le raid du Bureau fédéral d'investigation sur Ross Industries commence dans 2 heures. Le service des impôts cible simultanément la résidence de Lucas. La commission des opérations de bourse a imposé un gel sur tous les comptes de l'entreprise, en attendant une enquête approfondie. Marla a été appréhendée à l'aéroport, en possession d'un billet de première classe pour Dubaï et d'une valise remplie d'argent liquide. Je me tenais sur la terrasse arrière de la cabane, observant le lever du soleil qui baignait les montagnes environnantes de teintes dorées et rouges. Quelque part dans la vallée en contrebas, mon ancienne existence touchait à sa fin. Que se passe-t-il maintenant, demandai-je. Maintenant, tu reviens d'entre les morts. Le trajet de retour vers la ville dura 3 heures. À environ mi-chemin, j'ai allumé la radio et je suis tombé sur le flash d'information. Des agents fédéraux ont mené un raid sur le siège de Ross Industries ce matin, entraînant l'arrestation du directeur général par intérim, Lucas Anderson, pour des accusations englobant le détournement de fonds, la fraude boursière et l'espionnage industriel. Dans un développement connexe, Marla Ross, l'ex-femme du fondateur de l'entreprise, Elias Ross, a été interpellée à l'aéroport, soupçonnée de blanchiment d'argent et de conspiration. J'ai éteint la radio. Certaines expériences s'apprécient mieux en direct. La scène qui se déroulait à l'extérieur de Ross Industries était un véritable chaos. Des camions de presse,
des véhicules de police et des agents fédéraux transportant des cartons remplis de preuves étaient partout. Je me suis garé de l'autre côté de la ruée, dissimulé derrière mes lunettes de soleil, j'ai observé leur démantèlement de l'entreprise que j'avais laborieusement construite. Lucas a émergé menotté vers midi, encadré par des agents du Bureau fédéral d'investigation. Son teint était cendré, son costume coûteux froissé, et ses cheveux méticuleusement coiffés étaient en désordre. Il ressemblait à un homme qui venait d'assister à l'effondrement de son monde entier devant ses yeux. Nos regards se sont croisés à travers la rue. J'ai pu discerner le moment précis où il a compris que j'avais orchestré toute la séquence d'événements. La confusion initiale, suivie d'une rage incandescente, puis la réalisation progressive qu'il avait été déjoué par l'homme qu'il avait perçu comme trop souple, trop confiant et trop naïf pour opposer une résistance efficace. J'ai esquissé un sourire et fait un discret signe de la main. L'audience concernant ma santé mentale a été, comme prévu, annulée. Il est difficile de soutenir que quelqu'un est incompétent quand il vient de dénoncer une conspiration criminelle de plusieurs millions de dollars. Les ordonnances restrictives ont été levées. La procédure de divorce a été suspendue, en attendant l'issue de l'enquête criminelle. Mon avocat, un autre avocat, un qui n'avait pas entretenu de liaison clandestine avec ma femme, m'a contacté cet après-midi. Il cherche à négocier un accord, a-t-il déclaré. Quel genre d'accord, ai-je demandé. Marla est prête à témoigner contre Lucas en échange d'une réduction des charges. Conspiration, au lieu de racket, fraude financière au lieu de blanchiment d'argent. Elle purgerait potentiellement 3 ans, au lieu de 15. Et Lucas, ai-je demandé. Il risque une peine de 20 ans à la perpétuité sans possibilité de coopération. Son avocat a indiqué qu'il souhaitait vous parler. Quelle raison pourrait-il bien avoir de me parler? Il affirme que l'ensemble du stratagème était une idée de Marla. Il prétend qu'elle l'a séduit, l'a manipulé pour qu'il participe au complot, et a menacé de le ruiner s'il refusait de coopérer. J'ai failli éclater de rire. Même en détention, confronté à la perspective de décennies en prison, Lucas tentait encore de manipuler la situation, de rejeter la faute et de trouver quelqu'un d'autre pour assumer la responsabilité de ses propres choix. Quelle est votre recommandation, ai-je demandé. Laissez-les se détruire mutuellement. Les procureurs disposent de suffisamment de preuves pour obtenir des condamnations contre les deux sans aucun accord. De cette façon, ils dépenseront leur liberté restante engagée dans une bataille pour savoir qui porte la plus grande culpabilité, plutôt que de comploter des appels. Faites-le, ai-je ordonné. Les procès ont été programmés pour le printemps. Lucas a engagé l'avocat de la défense pénale le plus cher de l'État. Marla opta pour un avocat commis d'office et une stratégie axée sur l'exploitation de sa grossesse pour susciter la sympathie. Les médias couvraient chaque audience comme s'il s'agissait du procès du siècle. J'ai témoigné pour l'accusation, naturellement. 3 jours furent consacrés à ma présence à la barre des témoins, guidant le jury à travers la chronologie de la découverte, les preuves et le vol systématique de l'œuvre de toute une vie. Les avocats de la défense alternaient leurs tentatives pour me dépeindre comme un ancien mari vindicatif, un patron paranoïaque et un homme dont les problèmes de santé mentale avaient poussé sa femme et associé à des mesures désespérées. Cette stratégie aurait pu réussir avec un autre jury, mais les preuves étaient insurmontables. J'avais maîtrisé l'art de délivrer la vérité avec une précision chirurgicale. Pas d'embellissement, pas d'appels émotionnels. Simplement des faits, énoncés avec le ton calme et mesuré d'un homme qui avait déjà remporté la victoire. Lucas fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Marla fut reconnue coupable de conspiration et de fraude. Le juge prononça leur peine le même jour, dans la même salle d'audience, avec un intervalle de 30 minutes entre les deux. Monsieur Anderson, déclara le juge, vous avez trahi non seulement votre associé, mais aussi votre ami le plus proche. Vous avez violé tous les principes de confiance et de loyauté qui sous-tendent la société civilisée. Le tribunal vous condamne à 25 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 10 premières années. Le visage de Lucas se tordit de douleur. Sa mère, assise dans la galerie, se mit à sangloter de façon incontrôlable. Son avocat de la défense posa une main sur son épaule, mais Lucas la repoussa. Madame Ross, reprit le juge, vos crimes ont été particulièrement odieux car ils impliquaient la violation des vœux du mariage et la manipulation cynique de la grossesse pour faire avancer votre entreprise criminelle. Cependant, le tribunal reconnaît votre coopération avec l'accusation. Vous êtes condamné à 8 ans de prison fédérale, avec possibilité de libération conditionnelle après 5 ans. Le bébé de Marla naîtrait en prison. L'enfant de Lucas,
passerait ses premières années à rendre visite à ses parents à travers une vitre blindée. Après le prononcé des peines, je me tenais sur le parking du palais de justice, inhalant l'air frais et éprouvant une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des mois. La paix. Pas le bonheur, pas la satisfaction. Simplement l'absence de colère. La tranquillité qui descend quand un bruit prolongé et cacophonique cesse enfin. Mon téléphone émit un bourdonnement. Un message texte de Lucas, envoyé depuis la zone d'attente avant son transfert à la prison fédérale. « J'espère que tu es heureux maintenant », disait-il. J'ai tapé une réponse. Je ne le suis pas. Mais je suis libre. J'ai finalement renoncé à l'envoyer. Certaines conversations ne méritent pas de conclusion définitive. L'entreprise était irrémédiablement ruinée, bien sûr. Les dommages étaient trop importants, le scandale trop envahissant. J'ai liquidé les actifs restants, remboursé les investisseurs et fait don des fonds résiduels à une association d'aide juridique qui fournit une assistance aux victimes de crimes financiers. Mes parents étaient curieux de connaître mes projets d'avenir. Des amis se demandaient si j'avais l'intention de créer une autre entreprise, ou peut-être d'écrire un livre relatant l'expérience, transformant ma trahison en un récit rédempteur avec une conclusion triomphante. Je n'avais aucun désir de rédemption. J'aspirais à la distance. J'ai acheté une cabane dans les montagnes, au même endroit où j'avais patiemment attendu que justice soit rendue. 50 acres de pins enveloppés de silence, suffisamment éloignés de la civilisation pour que je puisse supporter des jours sans rencontrer un autre être humain. Certains pourraient qualifier cela d'exil. Je considérais cela comme une remise de diplôme. Marla m'a envoyé des lettres de prison. De longues excuses décousues entremêlées de justifications et de demandes de pardon. Elle affirmait qu'elle m'avait aimé autrefois, que sa liaison avec Lucas avait commencé comme un acte de représailles pour ma négligence émotionnelle perçue, mais qu'elle avait ensuite évolué en quelque chose qui dépassait sa capacité de contrôle. J'ai parcouru les premières lettres, puis j'ai cessé. Aucune excuse n'est suffisamment profonde pour combler le fossé entre la trahison et le pardon. Certains ponts, une fois consumés par les flammes, restent irrévocablement brûlés. Lucas écrivait aussi, mais ses lettres avaient un ton nettement différent. Colérique, amer, rempli d'accusations et de reproches. Dans son récit, j'étais le véritable antagoniste, le sociopathe vindicatif qui avait détruit 2 vies à cause d'une simple liaison et de quelques décisions commerciales douteuses. Il se dépeignait comme la victime de ma vengeance calculée, comme si le vol et la trahison étaient des infractions mineures que j'avais irrationnellement amplifiées. J'ai incinéré ces lettres sans les lire complètement. La cabane comprenait une cheminée en pierre, et j'ai cultivé une appréciation pour les qualités méditatives du feu, sa capacité à consumer tout ce qu'on y mettait. Cela réduisait des affaires complexes en simples cendres, transformant le passé en chaleur, lumière et fumée qui se dissipaient dans l'atmosphère. Je cultivais un petit jardin derrière la maison, plantant des tomates, des poivrons, des herbes aromatiques, des choses qui poussaient à un rythme délibéré et exigeaient de la patience. J'avais oublié la satisfaction que l'on retire du travail manuel, de la création de quelque chose de tangible par opposition à quelque chose de virtuel. Les visites étaient rares. Silas passait de temps à autre pour me tenir au courant des diverses procédures judiciaires, des appels, des actions civiles et du recouvrement des avoirs. Mes parents m'ont rendu visite pour Noël la première année, mais ont abandonné cette pratique lorsqu'ils ont compris que je n'avais aucune intention de retourner dans le monde que j'avais abandonné. « Tu ne peux pas te cloîtrer ici pour toujours », avait fait remarquer mon père lors de cette dernière visite. « Je ne me cache pas », avais-je répondu. « Je choisis. » « Choisir quoi ?» avait-il demandé. Le silence au bruit. La vérité au mensonge. Le simple au compliqué. Il n'a pas compris, et je ne m'attendais pas à ce qu'il comprenne. Certaines leçons ne peuvent être acquises que par l'expérience de la trahison, et je ne souhaiterais cette éducation particulière à personne que j'aime. Les années ont passé. Le scandale s'est estompé de la mémoire collective. De nouvelles entreprises ont émergé puis ont échoué. Les mariages d'autres personnes ont implosé. Le monde a continué son inexorable marche en avant, comme il le fait invariablement, ne laissant derrière lui que ceux qui n'ont pas su s'adapter. J'ai appris par divers canaux que Lucas s'était tourné vers la religion pendant son incarcération et prétendait être un homme changé. Il transmettait des compétences informatiques à ses codétenus et rédigeait une abondante correspondance à destination de publications chrétiennes sur le pardon, axée sur les thèmes de la rédemption et de la possibilité d'une seconde chance. Marla a été libérée après 5 ans. Comme prévu, elle a déménagé à Seattle,
a légalement changé de nom et a commencé à travailler pour une organisation à but non lucratif dédiée à aider les femmes anciennement incarcérées à trouver un logement et un emploi. Son fils, David, a résidé avec les parents de Lucas pendant toute sa période d'incarcération. Ils étaient en train de reconstruire leur vie brisée, et j'ai trouvé du réconfort dans ce fait. Ce n'était pas tout à fait du pardon, mais plutôt une compassion lasse que l'on éprouve envers les individus qui se sont infligés autant de mal qu'ils vous en ont fait. J'avais pris de l'âge, mes cheveux étaient parsemés de gris, et j'avais cultivé un confort avec la solitude qui m'avait autrefois semblé inaccessible. L'individu qui avait fondé Ross Industries me semblait désormais être un personnage d'un passé lointain, un protagoniste extrait d'un récit que j'avais entendu mais que je n'avais pas personnellement vécu. Le 5e anniversaire des procédures judiciaires, j'ai exécuté une action que j'envisageais depuis plusieurs mois. J'ai érigé un mémorial. Pas pour les défunts, car aucun d'entre nous n'avait rencontré une fin littérale. Cependant, les personnes que nous étions avant l'acte de trahison avaient très certainement cessé d'exister. J'ai rassemblé des pierres éparpillées sur la propriété et j'ai construit un modeste cairn dans l'espace ouvert derrière ma demeure. C'était une structure sans ornement, simplement une collection de roches destinées à s'éroder et à perdurer, pour finalement retourner à la terre d'où elles venaient. J'ai inscrit 3 noms sur un fragment lisse de granit et je les placé au sommet du cairn. Elias Ross. Marla Ross. Lucas Anderson. Les individus que nous étions autrefois, avant que l'avarice, la luxure et la vengeance n'aient tout consumé. Par la suite, j'ai défiguré ces 3 noms avec une incision plus profonde. Certains décès ne sont pas accompagnés de rites funéraires. Certaines conclusions ne sont pas marquées par des cérémonies. Parfois, il faut simplement ériger un monument personnel à la personne que l'on était et s'en aller. Je suis resté là longtemps tandis que le soleil descendait derrière les montagnes, contemplant la confiance et la trahison, l'amour et la vengeance. La gravité des décisions et le coût associé à la découverte de la vraie nature des individus cachés derrière leur façade pesaient lourdement sur moi. Le vent s'est intensifié, portant le parfum du pin et l'arôme de la fumée de bois qui émanait de la cheminée de ma cabane. Au loin, une chouette ululait à son partenaire, qui lui a immédiatement répondu. Communication simple, directe et franche. J'avais cultivé une appréciation pour l'honnêteté, même dans ses manifestations les plus brutales. Surtout quand elle était brutale. Le mémorial perdurerait jusqu'à ce que les éléments érodent sa forme ou que des animaux le renversent. Finalement, il redeviendrait simplement des roches et de la terre, comme c'est le sort ultime de tous les monuments. Cependant, en cette soirée particulière, il servait de marqueur pour l'endroit où 3 vies s'étaient achevées et où une avait commencé à nouveau. La vie d'un homme qui avait fini par comprendre la distinction entre prévaloir et survivre, entre rétribution et justice, entre le tumulte du monde et la sérénité de la paix. Je suis retourné à ma cabane, j'ai alimenté le feu et j'ai ouvert un livre que j'avais réservé pour une soirée tranquille. Dehors, les montagnes continuaient leur éternelle veille, patientes, immuables et totalement indifférentes aux aspirations humaines de trahison et de vengeance. Le lendemain matin, je me réveillerai dans la solitude, préparerai du café, prendrai soin de mon jardin, et persévérerai dans l'entreprise de construire une vie digne d'être vécue. Ce n'était pas la vie que j'avais initialement imaginée, mais celle que j'avais gagnée à travers la perte, l'apprentissage et la pénible sagesse acquise en assistant à la destruction de tout ce que j'avais autrefois tenu pour vérité. Certains se voient accorder une seconde chance. D'autres, la lucidité. J'avais développé une préférence pour la lucidité. Le feu s'éteignait dans l'âtre, projetant des ombres animées sur les murs de la cabane. Je lus jusqu'à ce que mes paupières deviennent lourdes, puis couvris les braises et me couchai. Le lendemain apporterait son lot de défis et de joies modestes. Je dormis profondément. C'était toujours le cas. Désormais, il n'y a pas de tranquillité dans la vengeance, seulement le silence. Et j'avais légitimement mérité chaque instant de sérénité. Så jeg kan ikke nå at stemme. Nej, det kan du ikke. Det er for sent. Jeg har ellers tagget 4 gange inde på Discorden, men bare den vibe i dag. Jamen, okay. Tak, tror jeg. I think. Jeg ved det ikke. Nå. Vi var i gang med at høre et eller andet, tror jeg. Ingen train. Jamen, der stod på min telefon, jeg havde sat train på, by the way. Der stod, den var i kø, men den bliver ved med at ikke komme, uanset hvor langt jeg går i køen. Så nu prøver jeg igen. Sådan der. Jeg har knoklet og sovet og lavet stuntkvinden lade mig leve. Men det er også så fair. Jeg siger bare, så kan du ikke nå at stemme jo.
Sådan der, Carlsen. Jeg håber, han ikke banger med en fin nok sang. Jeg ser. Altså, Trains absolut bedste sang, det er jo Hey Soul Sister, og det er der ikke debat om. Nå, nu skal jeg lige se her, fordi jeg skal have fjernet den der nede. Så jeg skal bruge en dør. Har de lavet andre? Ja, de har lavet den her, for eksempel. Som jo egentlig også er okay. Hvad er det, jeg laver? Jeg står med en iron pickaxe og er i gang med at hakke obsidian. Med hele min plan har jo været, at jeg vil hakke hjørnerne for at lave portalen færdig. Jeg har jo ikke engang en diamond pickaxe, altså. Nu gider jeg ikke mere. Jeg står FK de næste 37 minutter. Er det ikke fint, eller hvad? Vi kan se, hvad Jimmy har lavet. Jimmy Sørensen. Jeg fik du timeout for at lære. Min shift virker ikke. Kun når jeg er på arbejde. Det er klart. Er det ikke sådan, det plejer at være? Vi kan også bare se hele Vendels Among Us video. Oh my god, han er begyndt på AI thumbnails. Jimmy, mand. Men jeg elsker, at han opdaterede hans navn, by the way, da han fyldte år fra Jimmy Sørensen 45 år. Emne til Jimmy Sørensen 45 år. Mm-hmm. 46, ja. Han er seriøst. Hvad? Færdiggør din sætning. Nå. Så har han taget et nyt billede til hvert AI thumbnail. Eventuelt bare træk nu. Nej, jeg har sagt, at jeg trækker kl. 21. Hej, mor. Lykkelig kører hjem nu. God tur. Hun sagde, det var godt at putte ketchup på lasagne. Jeg sagde, at hvis man gjorde det, var fordi maden var lort. Nå, men det har han sagt mange gange. Han puttede også ketchup på det der salat eller sådan noget. Og sagde, han var AI, der fik et timeout. Har skrevet, han var AI lang, så fik jeg endelig timeout, der blev slet af med husk på positiviteten. Jeg skulle flade grine. Men lige meget, når folk ikke stemme. Anyway. Echo. Hvis Eurojackpot siger, de trækker vinderen fredag aften kl. 20, kan de så godt bare trække den torsdag aften kl. 16? Kan de det?